Donc, on va parler, c'est la première. Non, on avait fait la chronique sur le repêchage aussi. Fait que c'est comme la deuxième fois où on va parler des Alouettes de Montréal, de la LCF et de la saison qui est déjà entamée, mais où l'équipe montréalaise a profité d'une semaine de repos, semaine 1. C'est ça qui arrive quand il y a un nombre impair dans une ligue aussi. Il faut qu'il y ait une équipe qui est cop. Puis là, bon, ça a été Montréal cette année pour commencer la saison. Et c'est Bruno Larose qui va venir nous parler de ce début de saison des Als. J'essaie de faire la liaison, mais des Als. Oui. On peut dire ça comme ça passe. Ouais, ben je pense que oui. Les moineaux. Oui. Ouais. C'est moins hot, mais tu sais. Ben oui. Super. Bruno, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Je pense qu'on fait finalement une chronique là, comme dans un contexte comme pas pire, là, où est-ce que tout est chez toi. Puis on dirait qu'on n'a pas eu le temps de s'installer encore, mais là, on est là. On est là, on est installé, puis on se lance. Je pense que là, on est correct. Là. Ça va bien aller. Là. Super. Ben écoute, je te laisse aller. Alouette de Montréal, il y en a beaucoup à dire. On va essayer de dresser un portrait dans le temps imparti de l'équipe, de toutes les lignes. Fait que, ben Bruno, je te laisserai peut-être commencer avec la ligne offensive. À quoi on peut s'attendre de l'attaque des Alouettes de Montréal cette année? Du côté de l'attaque des Alouettes, il n'y a pas une énorme différence comparé à 2019. 2019, l'attaque était assez productive avec l'émergence du carrière Vernon Adams, qui, pour la première fois depuis le départ d'Anthony Calvillo, les Alouettes avaient dans leurs mains un corps arrière numéro 1 qui faisait le travail. Calvillo est parti en 2014, 15? Pour de tout ça, je pense que oui, ouais. Ça fait quand même un moment, donc depuis tout ce temps-là, c'est un peu pour ça que les Alouettes étaient relégués au rang de personne les écoute. Oui, non, mais c'est ça. Ça a été un peu moribond. Là. Ouais, exact. Personne gagnait. Il y a 2 ans, là, dans la saison, là, plusieurs matchs, des retours en fin de match, des jeux spectaculaires de l'attaque. Donc, du côté de l'attaque, on avait une crainte parce que le porteur de ballon, William Steinbach, qui était parti, il avait signé dans la NFL. OK. Malheureusement, concours de circonstances, est libéré par les Raiders d'Oakland. Quelques jours après, ses 2 parents meurent à 5 jours d'intervalle. Ben oui, non. Ouais, juste après qu'il a été libéré. Après ça, finalement, décide de revenir dans la Ligue canadienne. En 2020, il n'y a pas de saison, donc il n'a pas joué depuis. Donc, c'est toute une année pour William Steinbach, mais qui est un excellent porteur de ballon, probablement dans les 3 meilleurs là, dans la Ligue canadienne, à mon avis. Super. Donc, je pense que son retour, là, ça va aider énormément. Puis du côté des receveurs, c'est la force. Du côté des Alouettes, Gino Lewis, BJ Cunningham, Dante Apsher. Là, j'en oublie là, pour faire exprès. Jake Winicki, qui à sa saison recrue a 9 touchés, ce qui est quand même assez impressionnant. Okay. Il y a Geno Lewis, si tu veux. J'ai la liste devant moi. Je comprends rien des positions, mais oui, peut-être qu'il y a ça. Donc, c'est ça. Probablement les receveurs éloignés. Quan Bray aussi, qui a eu des petits problèmes hors terrain, là, a été pris avec la marijuana, qui a été accusé, mais tout est beau, c'est réglé, donc on a pu revenir au Canada, donc tout est beau. Donc, c'est intéressant. Puis, il va y avoir une bataille aussi si on décide, parce que ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que dans la Ligue canadienne, le ratio de joueurs canadiens et de joueurs qui appellent pas nationaux, internationaux, est important parce qu'il faut avoir pas un pourcentage, là, mais un nombre de partants qui sont canadiens, parce que c'est la Ligue canadienne, donc c'est quand même un fait important. Donc, souvent, l'importance d'avoir le plus de joueurs canadiens sur la ligne offensive, parce que souvent, on va mettre des joueurs canadiens sur la ligne offensive parce que c'est plus facile de trouver des gros bonhommes au Canada. C'est rare que les carrières, les porteurs de ballon, c'est très rare qu'il y ait un Canadien. Là. En fait, des carrières, il n'y en a pas, tout simplement. Mais des porteurs de ballon, là, je pense qu'il y en a 1 ou 2 dans la ligue qui peuvent s'établir comme partants. Donc, c'est important d'avoir une ligne à l'attaque assez canadienne. Mais du côté des receveurs, de plus en plus, il y en a. Donc, il y a quand même une bataille là, à ce niveau-là, peut-être pour le 5e receveur là, du côté des Alouettes. Donc, c'est 2 gars qui ont été repêchés par l'équipe. Là, c'est Keon Julian Grant et puis l'autre, là, c'est Rashan Simonisé? Simonisé? Ouais, je pense que oui. Okay.
Ouais, exactement, je pense que c'est lui. Fait que c'est ça, la bataille est entre ces deux-là là, pour le poste. Parce que si on veut avoir un receveur canadien pour avoir une ligne à l'attaque avec plus d'Américains, donc c'est toujours de jouer avec le ratio. Là. Donc, c'est ça. Fait que du côté de l'attaque, ça ressemble à ça. La ligne à l'attaque qui est un peu qui était une des forces des Alouettes il y a 2 ans. Là, il y a quand même eu 3 départs sur la ligne à l'attaque. Mais on est allé chercher des gros bonhommes, des gros Québécois, dont David Foucault qui mesure 6 pieds 8 de hauteur. Ça, c'est long, madame. Oui. Ça, c'est quelqu'un que tu connais, je crois. Ça, oui! T'es body de... J'ai déjà été dans un bar en même temps que lui. Il avait des Foucault dollars. C'était malade. Mais un bonhomme franchement sympathique et il est très, très grand. Moi, je ne suis pas super grand, mais je le regardais et j'étais comme, oh mon Dieu, ça, c'est impressionnant. Puis aussi, un joueur à ne pas négliger, là, c'est Philippe Gagnon. Qu'on est allé chercher aussi, qu'on est allé rechercher, qui avait joué déjà avec les Alouettes, qui est un gros bonhomme également. Donc, la ligne à l'attaque devrait bien s'en sortir aussi. Là, c'est ça, c'est un peu le struggle de savoir si on va jouer avec 4 Canadiens et seulement un Américain sur la ligne à l'attaque. C'est ce qu'on semblait vouloir s'enligner à faire. Mais bon, bref, on verra là, avec le prochain match qui s'en vient. Écoute, comme je te pose la question, ouais. Il y a les joueurs internationaux, mais est-ce que c'est une manière peut-être, je ne veux pas dire, peut-être un peu prétentieuse de dire joueur américain? Ben oui, en fait, mais ça, puis là, cette année aussi, il y a une nouveauté. Il y a les Global Players, qui sont des joueurs qui viennent. Parce que là, la Ligue canadienne a essayé d'élargir son horizon. Donc, cette année, là, du côté des Alouettes, il y a 2 batteurs, dont un batteur qui est australien. OK. Donc, il y a eu des essais qui ont été faits. On est allé en Finlande, on est allé au Japon, on est allé un peu partout. D'ailleurs, il y a un porteur de ballon là, chez les Alouettes qui est japonais. Il s'appelle Takuli. Je ne sais pas s'il va jouer. Je ne sais pas s'il est. Peut-être qu'il est rendu dans l'équipe d'entraînement, là, je pense, mais en tout cas, bref. Donc, on a fait des. On est allé faire des essais, en fait, un peu. On est allé au Mexique aussi, on est allé un peu partout. Donc, d'ailleurs, hier, j'ai regardé un match, là, c'était les Lions de la Colombie-Britannique qui jouaient. Puis le batteur, là, c'était un Japonais. Là, c'était Takashumi, en tout cas. Écoute, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de talent internationaux, même si c'est un sport qui est vraiment moins connu, qui est vraiment moins pratiqué ailleurs qu'en Amérique du Nord. Oui, exactement. Ben, il y a beaucoup, beaucoup de batteurs qui sont des joueurs là, globaux qu'on appelle. Mais c'est ça, ils sont allés un peu partout en Europe, en Amérique du Sud. Donc, il y a quelques joueurs qui font les équipes dans la Ligue canadienne. Donc, ça peut être intéressant. On agrandit le marché. Mais initialement, les joueurs internationaux, c'était vraiment pour les Américains. Fait que c'était les nationaux, ceux qui étaient canadiens, et les internationaux. Mais tu sais, là, il y avait aussi la distinction de si le gars était né, mais avait joué aux États-Unis. En tout cas, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais bref, au final, c'est ça. Puis là, on a racheté les joueurs globaux cette année. Je pense qu'ils comptent. En tout cas, je pense qu'ils comptent différemment parce que la Ligue veut vraiment les intégrer. Donc, mais ça, j'avoue que c'est encore un flou pour moi. Là. Ouais, je comprends. La ligne défensive, Bruno, est-ce que, comme je t'ai dit, là, j'ai des bases dans le football. Je pense que tu connais beaucoup mieux que moi. Les positions, je les connais moyennement. Je sais qui fait quoi, mais sans y aller en détail, est-ce que la ligne défensive va être solide du côté? Je vois le nom notamment d'Almondo Sewell. J'en ai parlé un peu cet hiver. Là, on peut s'attendre à quelque chose de ce joueur-là en particulier. Oui, définitivement, Étienne, du côté de. Puis il ne faut pas oublier, j'avais un peu oublié ça, mais du côté des Alouettes, la dernière saison s'est terminée et après, Danny Machocha est arrivé. Moi, j'avais comme oublié ça. Donc, il y a beaucoup de joueurs que Danny Machocha est allé chercher. Puis le but, la première chose qu'il a dit quand il est arrivé, je veux améliorer cette ligne défensive-là parce que c'était la faiblesse de l'équipe en 2019. Et puis, je pense qu'il a bien fait parce que, comme tu me dis, en allant chercher un gars comme Almondo Sewell qui a joué pour à ce moment-là, qui s'appelait les Eskimos d'Edmonton, qui a joué pendant près de 6-7 saisons, a toujours été un gars super constant. L'année passée, pas l'année passée, là, mais en 2019, c'était 8 sacs du corps. Il a été excellent. On est allé chercher un gars aussi qui est un allié défensif qui s'appelle Nick Usher, qui jouait également pour les Eskimos, qui est excellent pour amener de la pression. On s'est vraiment beaucoup amélioré. On est allé chercher beaucoup de profondeur parce que ce qui arrive aussi, c'est que la ligne défensive, c'est des gros bonhommes.
C'est des gars qui se fatiguent plus rapidement, donc ça prend beaucoup de profondeur. Donc, on est allé chercher des gars comme David Ménard, Junior Luke, qui sont des joueurs qui ont joué dans les programmes universitaires québécois. Donc, on est allé chercher beaucoup de profondeur à ce niveau-là. On a encore des gars comme Woody Barron qui sont là. On est allé chercher un gars comme Michael Wakefield. Donc, c'est des gros bonhommes, des gars qui sont capables de mettre la pression sur le corps. Et quand on parle... Quand je dis on, c'est pas moi qui en parle, mais quand les reporters parlent à Danny Machocha parle de sa ligne défensive avec un sourire en coin. Je pense qu'il est vraiment très confiant de ce qu'il a bâti. J'ai vraiment hâte de voir, parce qu'il faut le dire, là, avant, la grande vedette de cette ligne défensive-là, c'était John Bowman, qui, malgré son âge vénérable, parce que il était quand même assez vieux. Oui. Ça reste que c'était le meilleur joueur de la ligne défensive. Je pense que lui, la pandémie a littéralement tué sa carrière là, parce que je pense qu'il serait revenu l'année passée. Mais cette année, là, je pense que ça a arrêté l'année de trop. Il n'était pas loin de 40 ans, donc une année de plus à cet âge-là. Là, surtout au football, là, ça commence à être difficile. Il y avait quand même eu 8 sacs du corps lors de la dernière saison. Là, donc, mais c'était pas mal le seul qui avait des sacs du corps. Donc, bon. Les autres, je pense que le deuxième qui en avait le plus, c'était comme 4. Là. Okay. C'est pas l'idéal. Donc, c'est ça. Du côté de la ligne défensive, je pense qu'on s'est vraiment beaucoup amélioré. Là où ça peut être un peu plus problématique, c'est au niveau des secondaires. On a une grosse perte, Enoch Mwamba, qui était le secondaire, le joueur canadien par excellence en 2019. Un des meilleurs joueurs défensivement du côté des Alouettes. Malheureusement, on n'a pas réussi à s'entendre. Donc, il a signé avec les Argonauts de Toronto, ce qui me fait mal. Ça fait toujours mal quand quelqu'un signe à Toronto. Je pense que c'est pire. Il aurait signé à Calgary, j'aurais fait comme « Hey, amuse-toi, Enoch. » Mais à Toronto, ça fait mal au cœur. Donc, c'est sûr que c'est une grosse perte. On est allé chercher plusieurs joueurs qui sont intéressants, dont un qui s'appelle Ahmad Thomas, qui jouait pour les Sooners d'Oklahoma à l'université américaine. A roulé sa bosse à NFL, mais malheureusement, est un peu trop petit pour être un secondaire dans la NFL et trop gros pour être un demi-défensif. Mais dans la Ligue canadienne, c'est en plein gabarit que ça prend pour un joueur secondaire parce que le terrain est plus large, donc ça va prendre des gars beaucoup plus athlétiques. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai beaucoup d'attentes envers ce gars-là. Le jeune, a 26 ans, donc relativement. Mais je pense que c'est un gars qui a beaucoup de potentiel. Le retour de Patrick Levels, également secondaire, qui était un des joueurs par excellence là, du côté de la défensive des Alouettes en 2019. Donc ça, du côté des secondaires, c'est sûr que la perte de Mwamba va faire mal, mais j'ai l'impression qu'on va réussir à quand même bien s'en sortir. Et puis du côté des demi-défensifs, c'est sûr qu'il y a des blessés, puis c'est toujours le cas, en fait. Là, les demi-défensifs, on dirait que c'est les joueurs qui sont les plus blessés. Donc, il y a souvent beaucoup de rotation du côté des demi-défensifs. Puis du côté des Alouettes, on a toujours réussi à trouver des gars qui allaient faire le travail. Donc, je ne suis pas nécessairement super inquiet pour ça. Un gars comme Greg Reed qui est de retour, qui a été excellent il y a 2 ans, c'est sûr que ça va faire extrêmement bien. Donc, un que j'ai vraiment hâte de voir, c'est, mon Dieu, Monchandrick Hunter. Donc, il l'appelle Money Hunter. Là. Je pense que c'est facile comme ça. Lui, c'est une des grosses signatures de la saison morte également, qui joue comme demi-défensif. Donc, ce gars assez athlétique. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce gars-là. Et également, le premier choix au dernier repêchage, Marc-Antoine Dequoy. Lui qui a également été signé là, par les Packers, mais a décidé de venir avec les Alouettes. Je pense qu'il y avait plus de chances de faire l'équipe. Puis je pense que le gars voulait jouer, surtout après une année à ne pas avoir joué. Donc, il va avoir plus de chance. Puis dans le pire des cas, s'il n'est pas nécessairement partant, il va jouer sur les unités spéciales, ça c'est certain. Marc-Antoine Dequoy, c'était le meilleur joueur du football universitaire canadien. En tout cas, défensivement, je crois que c'était le meilleur en 2019. Là, donc, on a quand même des grosses attentes pour ce gars-là. Et puis, il joue à l'Université de Montréal, donc c'est une association normale quand Danny Machocha l'a appelé. Il a dit Hey Marc-Antoine, j'aimerais ça te repêcher. Je sais que tu passes à NFL. OK, c'est beau, je vais venir. All good. Écoute. Ouais, exact. Tantôt, tu as nommé partir vers Toronto, ça fait mal. Là, je pense que ça ne battra jamais la fois. Et Mark Trestman et Anthony Calvillo sont allés travailler ensemble du côté de Toronto. Tu as parlé des unités spéciales.
Est-ce qu'on peut s'attendre à des bons retourneurs? Je ne me rappelle plus, c'était quoi le nom de celui des Alouettes, là? C'était Taylor ou quelque chose comme ça, Oui, qui était vraiment solide, en plus de Damon Duval au botté. ouais, Est-ce qu'on a exact. des doubleurs dans ce cas-là? Ben, cette année, on va commencer du côté des retourneurs. Les retourneurs, ben, c'est le retour de Super Mario, donc Mario Alford, qui l'année dernière, ben pas l'année dernière, il y a 2 ans, avait joué seulement 4 matchs avec les Alouettes. Et dans ces 4 matchs-là, 2 retours de botté de dégagement pour des touchés et un botté d'envoi retourné pour un touché. Donc, 3 touchés en 4 matchs pour Mario Alford. Il y avait des excellentes moyennes pour les retours. Puis les Alouettes, ça a toujours été un problème en 2019. On avait essayé à peu près 10 gars qui ont fait des retours Ah ouais. la dernière saison. Et puis là, Alford, qui lui était avec Toronto, qui a été libéré, les Alouettes ont dit hey, on va prendre une chance avec toi, mon homme. Dès le premier match qui arrive, un retour de botté de dégagement pour un touché. Puis là, on a fait comme hey, on a peut-être trouvé quelque chose. Donc, c'est à voir quand même. Là, l'échantillon est faible, c'est seulement 4 matchs, mais ça reste que c'est 3 touchés sur les retours. Puis les positions aussi, là, ça a été un problème, là, les positions de départ de l'attaque, parce que souvent, les retours étaient mauvais là, du côté des unités spéciales. OK. Donc, mais je pense que ça s'était amélioré avec l'arrivée d'Alford. On travaille énormément là-dessus là, avec le coordinateur défensif Mickey Donovan, qui était ancien coach des Stingers de Concordia. Donc, OK. il travaille énormément là-dessus. Et puis, ben, du côté des batteurs, ben, là, cette année, on va y aller avec une stratégie avec 2 batteurs. Donc, un qui va faire les bottées de placement, puis l'autre qui va faire les bottées d'envoi et de dégagement. OK. Et puis, c'est là qu'on a notre Australien, pardon. C'est Joseph Zema qui va s'occuper des bottées de dégagement. De ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y a une technique assez particulière OK. et puis que le ballon, il redescend bizarre. Fait que, Bon. fait que moi, si ça peut causer que le retourneur n'est pas capable d'attraper le ballon puis qu'on reprend le ballon, ça peut être excellent. Donc, moi, je pourrais bien vivre avec ça. Et puis sinon, ben, du côté des bottées de placement, ben, on a mis une croix sur Boris Bédé parce que c'était lui qui était là. Et lui aussi est rendu à Toronto d'ailleurs. OK. Mais donc, on a mis une croix sur Boris Bédé. On a décidé d'y aller avec la jeunesse. Et c'est David Côté, l'ancien de l'Université Laval, qui a été repêché là, cette année en 5e ronde. Donc, c'est lui qui sera le partant là, du côté des bottées de placement, qui était, en tout cas, au niveau du football universitaire qui est québécois, là, c'était définitivement le meilleur botteur il y a 2 ans là, dans la Ligue, dans la RSEQ. Donc, je pense que c'est un bon choix. Puis d'y aller avec 2 botteurs, je pense que ça permet au gars qui s'occupe des dégagements de s'occuper des dégagements, puis que celui qui s'occupe des bottées de placement de s'occuper de ça. C'est sûr qu'ils n'auront peut-être pas chaud à la fin de la partie. Ça reste que, mais c'est des spécialistes, c'est des batteurs, ils sont là pour ça, ils ont une job à faire. Donc, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je pense que les unités spéciales là, sont définitivement meilleures qu'il y a 2 ans. Là. Si on peut être aussi bon sur les bottées, sur les couvertures qu'on l'a été en fin de saison, je pense que ça va être excellent. Super, belle revue de l'effectif pour la saison 2021 de la LCF. Saison 2021 qui fait suite à une année 2020, une campagne 2020 annulée en raison de la pandémie. On connaît tous pourquoi tout ça a été annulé. Donc, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de saison de LCF. Puis, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a une nouveauté dans la Ligue due notamment au retour pandémique? Là? Oui, ben effectivement, là, habituellement, toutes les équipes ont une équipe d'entraînement. Donc, si un joueur se blesse ou quoi que ce soit, on va le chercher dans l'équipe d'entraînement au lieu qu'à chaque semaine, on signe des joueurs, des choses comme ça. Mais là, cette année, il y a une équipe d'entraînement. Ce sont des joueurs, mettons, qui appartiennent aux Alouettes, mais qui sont sur l'équipe d'entraînement de la Ligue canadienne. Donc, en cas d'éclosion de COVID dans une équipe, il y a moyen que ces joueurs-là soient prêtés. Donc, là, ce que j'ai compris, c'est que leur contrat appartient à la Ligue canadienne. Okay. Donc, ils peuvent aller être dans l'équipe qui a une éclosion de COVID. Okay. Donc, c'est un peu particulier. C'est comme un taxi squad, mais à travers la Ligue. Si les Alouettes ont un corps arrière qui ne peut pas jouer, on appelle cette équipe de réserve-là puis ils nous envoient un corps arrière pour le match. Oui, exactement. Okay. Je pense que c'est en gros, là, grosso modo, c'est pas mal à ça que ça ressemble. Je sais que du côté de la Ligue canadienne aussi, on avait voulu faire un... Je ne sais pas si ça a passé, là, mais on voulait aller plus loin parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans la NFL, on a dit cette année, on ne reporte pas de match, on n'annule pas de match. S'il y a une équipe qui a une éclosion, ben, vous perdez par forfait, on ne se borde pas de ça. C'est une éclosion due à un joueur pas
dû à un joueur qui n'est non pas vacciné. vacciné. Je pense que le reste ont réussi à s'arranger, mais une éclosion dans une équipe où tout le monde est vacciné, c'est ça. C'est ça, là, tu sais. Il peut y avoir un ou deux cas, là, mais je vois Ouais, mal l'équipe au complet pas être capable de jouer. Exactement. Donc, on a voulu suivre un peu comme ça, mais là, on a dit que si on ne pouvait pas jouer le match, l'équipe qui causait, qui faisait qu'il n'y avait pas de match, c'est que cette équipe-là n'allait pas être payée cette semaine-là. Okay. Donc, on ne fait pas des salaires de fou dans la Ligue canadienne. Donc, je pense que c'est un problème. Puis, on a dit, en fait, c'est qu'on a dit que si l'équipe n'était pas, les joueurs n'étaient pas vaccinés à 85%, c'est que là, à ce moment-là, il n'allait pas avoir de salaire. Okay. Donc, de ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait le tiers des équipes, donc sur 9, là, donc il y avait 3 équipes qui étaient à 85% vaccinées, et puis que les autres, ça tournait entre 60 et 75. Donc, 70 et 75, je ne me trompe pas. Donc, peut-être que ça va inciter certains joueurs à se faire vacciner également. C'est sûr que il aurait peut-être fallu annoncer ça un peu plus rapidement parce que, tu sais, là, on s'entend que moi, si j'ai le bras raide pour une semaine, c'est pas si pire, mais un carrière qui a le bras raide pendant une semaine, ça se fait que ça plus fatigant. Le Moderna, il rough pas mal. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je pense qu'il aurait peut-être fallu l'annoncer un peu plus tôt, mais je pense qu'on essaie de négocier là, avec l'association des joueurs pour trouver un terrain d'entente à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal ça qu'il y a de différent. Ce n'est pas les grosses différences, mais c'est sûr que faut essayer de se backer aussi. Là, la Ligue canadienne, il n'y a pas eu de saison l'année passée. Là, donc, je pense qu'on veut essayer que ça marche le plus possible. Je pense qu'on ne veut pas que les joueurs fassent trop de niaiseries. Ouais, non, je comprends. Écoute, Bruno, on l'a dit, c'est la deuxième semaine. On est dans la semaine 2 de 16 de la LCF. Il y a des rencontres qui ont déjà été jouées. Là, j'ai les résultats devant moi. Il y a eu comme sur 5 matchs, là, il y en a 2, 3 serrés. Puis 2, je veux pas dire blowout, là, mais un particulièrement, là, le premier match de la saison, le premier match entre les Blue Bombers et les Tiger Cats qui n'a pas été chic. Est-ce qu'il y a des surprises dans ce début de saison du côté de la LCF avec les résultats le mince échantillon qu'on a sous la main? Oui, bien, c'est sûr que, comme tu dis, Étienne, l'échantillon est assez faible, mais pour moi, de voir les Stampeders de Calgary avec aucune victoire et 2 défaites, c'est une énorme surprise. Il y avait beaucoup de gens qui les voyaient deuxième dans l'Ouest derrière les Blue Bombers parce que du côté de Winnipeg, on a gagné la Coupe Grey en 2019. On a presque la même équipe. La défensive des Blue Bombers, elle est excellente. Donc, j'ai l'impression que dans l'Ouest, ça risque d'être les Blue Bombers qui vont être la meilleure équipe, mais beaucoup de gens voyaient les Stampeders de Calgary arriver au deuxième rang. Leur carrière, Bo Levi Mitchell, qui est un vétéran qui perd presque jamais. Depuis qu'il est là, les Stampeders ont une fiche ridicule. Là. Ils jouent pour au moins 900. Là. C'est ridicule. Ah ouais, OK. C'est vraiment ridicule. Les Stampeders sont excellents. Et puis hier, dans le match, il a été mauvais. 4 interceptions pour Bo Levi Mitchell. Je ne l'ai jamais vu aussi mauvais. Mais je pense qu'il y a plus... les receveurs sont moins bons du côté de Calgary. Mais je pense que de les voir à ce niveau-là, je suis un peu surpris. Comme tu disais, le premier match de la saison entre Winnipeg et Hamilton, c'est un match, mais Hamilton, c'est l'équipe qu'on attend dans l'Est. Donc, autant dans l'Ouest, on dit que ça va être Winnipeg. Dans l'Est, on parle d'Hamilton qui va terminer premier. Il n'y a personne qui peut les toucher. Dès le premier match, on les a touchés. Puis on les a arrêtés solides. Ah oui? Le carré, il y a une petite controverse de carrière du côté d'Hamilton parce que c'est Jeremiah Masoli qui a commencé le match. Mais le deuxième carrière, c'est Dane Evans. Et puis, c'est Dane Evans qui avait amené les Tiger Cats à la Coupe Grey en 2019 parce que, dans le fond, c'était un rematch de la Coupe Grey. Le premier match de la saison. Donc, plusieurs gens allaient se demander qui allait être le partant. Finalement, on a donné les rênes de l'équipe à Masoli. Pas connu un grand match. Là, je pense qu'il joue demain ou ce soir. En tout cas, le prochain match, c'est annoncé. Ça va être Masoli qui va être le partant. Donc... C'est demain. Hein. Ouais, c'est demain. Donc, ce soir, en fait. Pour ceux qui écoutent. Parce qu'on est samedi, exactement. Donc, c'est ça. Donc, c'est Masoli, c'est annoncé, ça va être lui qui va être le partant. Mais je pense qu'on va avoir la mèche assez courte avec lui, là, honnêtement, parce que je pense qu'on veut pas, on veut pas se permettre, on peut pas nécessairement se permettre de partir avec 3 défaites de suite pour partir la saison, malgré que la saison est quand même longue là, en Ligue canadienne. Là, je pense que c'est 18 matchs, je ne m'abuse. Donc, c'est ça, c'est quand même long. Puis l'autre surprise, pour moi, c'est Ottawa qui perce les Red Black,
que personne ne voyait gagner beaucoup de matchs dans la saison. Mais déjà, le premier match, ils ont gagné. Donc, bon, c'est sûr que ça a été un match très serré là, qu'ils ont remporté. Mais ça reste que je pense que c'est quand même assez surprenant de les voir gagner. Puis là, si je ne me trompe pas, là, je ne veux pas me tromper. Mais on ne joue pas cette semaine, le Rouge et Noir. C'est ça, on ne joue pas cette semaine. La semaine passée, c'était contre... Les Elks. Ah oui, contre Edmonton. Oui. Edmonton qui a perdu aussi, ça, ben dans le fond, c'est ça. Oui. Qu'un ait gagné et l'autre ait perdu, c'est un peu une surprise. C'est ça. Parce que les Edmonton est quand même une bonne équipe, a une très, très bonne attaque. Mais on a connu énormément de difficultés. Là, donc, ça va être à voir parce que là, c'est l'adversaire des Alouettes de ce soir. Donc, j'ai hâte de voir. Ben justement, tu coupes mon lien. Ce soir, les Alouettes affrontent les Elks d'Edmonton à 19h. On peut s'attendre à quoi de cette rencontre-là? Puis de la saison en général des Alouettes, est-ce que c'est une équipe qui peut être compétitive puis se rendre, exemple, demi-finale, finale de la Coupe Grey? Il y a beaucoup de gens qui voient les Alouettes terminer deuxième dans la conférence de l'Est. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que du côté de Toronto, on a quand même une bonne équipe. Mais du côté de l'attaque, le corps arrière est très bon, mais je pense qu'il manque un petit peu là, au niveau des receveurs. Puis défensivement, malgré qu'avec l'arrivée de Mwamba, ça va aider énormément du côté de la défensive. Mais je pense que les Alouettes sont un peu au-dessus parce que l'attaque, il y a tellement... Si un match, Cunningham ne fonctionne pas, il y a Gino Lewis. Si un match, lui, ne fonctionne pas, il y a Winicky. Donc, il y a tellement d'armes à l'attaque. Puis si le jeu aérien ne fonctionne pas, on va au sol avec Steinbach, puis ça peut fonctionner aussi. Fait qu'on a tellement d'armes en attaque que je pense que c'est ce qui fait un peu la force là, du côté des Alouettes. Fait que je pense qu'on est un petit peu meilleur que Toronto. Puis, comme j'ai dit, là, Ottawa, il n'y a personne qui s'attend nécessairement à ce qu'Ottawa connaisse une bonne saison. Le corps arrière, Jonathan Jennings, est au mieux ordinaire. Donc, je ne pense pas que du côté d'Ottawa, on va être capable de se frayer une place en série. Donc, si on termine deuxième là, du côté des Alouettes, c'est certain qu'on fait les séries. Et puis là, c'est ça, là, ça fait longtemps les séries. Là, je ne me trompe pas. Là, après ça, c'est le meilleur classement là, parce que des fois, dans la finale de l'Est, il y a une équipe de l'Ouest parce que la quatrième meilleure équipe dans l'Ouest est meilleure que la troisième. Comme c'est ce qui est arrivé d'ailleurs en 2019 parce que les Alouettes avaient affronté les Eskimos à ce moment-là d'Edmonton. Puis Edmonton avait connu le carrière là, avait été splendide. Je pense qu'il avait raté 3 passes dans le match. C'était ridicule. La défensive des Alouettes s'était fait découper. C'était horrible. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs des Alouettes qui vont peut-être vouloir venger ça, qui ont encore ça en tête là, du côté de la défensive là, parce que ça n'avait vraiment pas été un beau match pour la défensive des Alouettes. Mais je pense que du côté des Alouettes, on va marquer quand même beaucoup de points. Puis, si au début du quatrième quart, on perd par 20, fermez pas la télé. Parce que on l'a vu il y a 2 ans, des remontées de 20 points, des trucs comme ça au quatrième quart. Il n'y a pas de problème. C'est arrivé à au moins 3, voire même 4 reprises en 2019. Puis je pense pas que ça va changer du côté des Alouettes. Donc, je pense qu'on a énormément, comme je disais depuis tantôt, énormément d'armes à l'attaque. Donc, je pense qu'on va marquer beaucoup de points. Je pense que la ligne défensive 2.0 des Alouettes va donner un peu d'aide aussi. Puis je pense que le fait que les unités spéciales se soient améliorées, ça va aider aussi énormément. Donc, je pense que les Alouettes vont terminer deuxième. Mais si Hamilton niaise un peu trop longtemps avec Masoli, je pense que les Alouettes pourraient terminer premier dans l'Est. Ah, écoute, gros statement, Bruno. J'ai hâte de suivre ça. Fait que ça commence demain. Aujourd'hui, bon Dieu, il faut arrêter faut que j'arrête de faut qu'on laisse les journées. Ouais, c'est ça. C'est samedi. 19h contre les Elks d'Edmonton. Puis le premier match local, c'est le 27, c'est ça, Bruno? Oui, exactement. Le 27 août, exactement. À 7h30 contre les Tiger Cats de Hamilton. Les rivaux directs. Bon, écoute, on suit la saison LCF. On va se reparler, faire un petit bilan de mi-saison sûrement à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Puis, je t'assure de passer une belle journée. Merci beaucoup. Puis, on se reparle très bientôt. Ça fait plaisir.